J'avais envie de combattre un peu l'ennui, de plus reproduire toujours les mêmes choses au lit. On reproduit toujours le même scénario. Je l'appelle le prélit, coït, éjac. Prélit, coït, éjac. Et on recommence. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bienvenue pour une nouvelle matinée santé sur Beurre FM. Nadia El Bouga est avec nous. Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, sage-femme et sexologue, clinicienne. Ah, c'est le grand jour, c'est le D-Day aujourd'hui. Hein. Ouais. Je me demande si c'est pas votre livre préféré de l'année, dont on va parler aujourd'hui. Ouais, c'est The Bouquin. C'est The Book. Ouais. Alors, June Pla est notre invitée. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça se prononce à la française. Hein. Vous êtes June, ouais. June. Même à la marseillaise, tu veux tout savoir. June. June. Ouais, c'est bien comme ça. Créatrice du compte Instagram Jouissance Club. Vous êtes passionnée de dessin. Vous en avez même fait votre métier aujourd'hui puisque vous êtes character designer. Oui. Ça veut dire quoi, character designer ? Je dessine des personnages pour les jeux vidéo. D'accord, bien. Et vous publiez Jouissance Club, cartographie du plaisir chez Marabout. Donc j'ai appris une expression, j'en ai appris plein, mais un mot, je vais voir si Nadia a réagi à ça. Quel est le masculin de nymphomane ? Ah là, si vous me le dites comme Allez, si vous me le demandez comme ça, je peux pas vous le ressortir. mon livre. Je l'ai lu. J'ai adoré, et je me suis dit, c'est un mot compliqué. Et je me suis dit, je vais me la péter et je vais le ressortir. Tu vois. D'ailleurs, il est cité 2 fois dans le livre. C'est vrai. Au début et vers la fin. J'insiste un petit peu sur ce mot. Alors c'est c'est satyriasis. Avec un Y, hein. Avec un Y quelque part. Ouais. Même moi, je sais même pas comment l'écrire. Après le T. L'essentiel, c'est de savoir qu'il existe. C'est ce mot. ça, il C'est existe, comme un et satyre. on l'utilise jamais. Oui. Jamais. Donc une femme, c'est nymphomane. Ouais. Ça, on est sûr que c'est nymphomane. Ouais. Ouais. Enfin, pour celles qui le sont. Oui, pour celles qui le Oui. sont. Mais Tant est qu'il y en ait ce qui est beaucoup, intéressant, c'est de souligner, comme vous le faites dans votre livre, le fait que c'est un terme qui n'est pas utilisé parce que il y a cette réalité sociale qui est qu'un homme, il a forcément Non, tout c'est le un temps... homme. Il a des besoins. C'est un homme. C'est Un homme, normal. c'est un homme. C'est pas un satyriasis. Oui, un homme est dans l'inconscient ou le conscient même collectif représenté comme une personne qui a tout le temps envie, qui a des besoins sexuels constants. Il suffit juste de claquer du doigt et puis ça arrive. Et donc, ça rentre dans une norme. C'est quelque chose qui devient normal. Une femme, si elle a des besoins sexuels... Identique à celle d'un homme. Exactement. Ça devient une ou plus, nymphomane. voilà. On peut être plus grossier, hein, parce que nymphomane, L'étiquette. c'est la façon sympathique de le dire. Oui, exactement. Bien, vous êtes une combattante de l'éducation, pour qu'on comprenne bien l'esprit de votre livre. Ça partait d'un constat chez vous, c'est que on n'était pas assez créatif et que vous, peut-être même vous-même, vous étiez passé à côté de votre sexualité. Oui, j'avais envie de combattre un peu l'ennui, de plus reproduire toujours les mêmes choses au lit, parce que l'ennui c'est vite arrivé en fait. Hein. Je me rends compte que on reproduit toujours le même scénario. Ça s'appelle, je l'appelle le prélit, coït, éjac. Prélit, coït, éjac. Et on recommence. Prélit, c'est coït, bien éjac. ça. Ouais. C'est un peu redondant. C'est pas mal, c'est pas nul, mais c'est un peu redondant et ce serait bien de se donner des clés pour expérimenter d'autres choses. D'accord, mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi on reproduisait plus ou moins toujours les mêmes schémas Je me la suis posée. dans cet ordre, dans le tiercé gagnant que vous évoquez là? C'est-à-dire que je pense qu'on a des images références dans les films au cinéma, par exemple, qui sont très présentes. Déjà, il faut être hétérosexuel à tout prix. Et puis, il faut atteindre l'orgasme par pénétration. Donc, les préliminaires, souvent, ce qu'on appelle des préliminaires... Vous n'aimez pas le mot, vous. Je n'aime pas ce mot, mais on pourra y revenir plus tard si tu veux. Je te tutoie, pardon. Ah oui. Oh là là, alors je vais trop loin, je dépasse les bornes. On peut dire plein de choses, mais me tutoyer, non. Excusez-moi, monsieur. Et je ne sais plus où j'en étais, du coup. Non, donc préliminaire. Oui, dans les films, c'est des préliminaires. Et puis, c'est vite bâclé. On se met à poil, on se plaque contre le mur, et puis, bim, pénétration. Et paf, ils orgasment tous les deux en même temps. Sauf que, pour moi, ça, c'est pas du tout représentatif de la vraie vie, de la réalité. Ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites qui prouvent que seulement 6% des personnes dotées d'un clitoris peuvent atteindre l'orgasme par pénétration, ce qui est très peu. Ah ouais. Et ces films, ils sont réalisés par qui ?
Je te le mets dans le mille parce que je te retutoie. Ouais. Par Jackie et Michel, non? Par des hommes. Par des hommes. C'est vrai que les femmes n'investissent pas aujourd'hui, parce qu'il y a une catégorie de films maintenant qui sont genrés, et donc qui sont à destination des femmes aujourd'hui. Oui, ça me fait bien rire ça, mais bon, je pense qu'on a les mêmes fantasmes et les mêmes besoins que les hommes, donc je comprends pas non plus ce terme film pour femmes. Je n'en regarde pas personnellement. Non, mais c'est une bonne je regarde question. des films féministes, ceci dit. Oui. Ça, je préfère ce terme. Mais là, déjà, oui, féministe. Vous avez un féminisme que vous expliquez. Il est comment, votre féminisme? Mais déjà, il est inclusif. J'essaie de n'exclure personne. Les minorités de genre, en l'occurrence, les personnes trans, les personnes non-binaires, les femmes cisgenres aussi, surtout. Pas surtout, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais bon, bref, oui, j'ai un féminisme. Donc vous êtes inclusif, donc finalement. Bien sûr, et je me bats pour toutes les inégalités, raciales aussi, la cause des animaux. D'ailleurs, ça me tient vraiment à cœur. Là, oui. Vous dites humaniste. Oui, on a sans exclure l'étiquette entre guillemets de féministe, parce qu'il y a une réalité quand même une volonté en tout cas et une nécessité de modifier beaucoup de choses et en tout cas de déconstruire aussi pas mal de choses. C'est ça, j'ai envie de pointer du doigt un peu les privilèges que certaines personnes ont et faire prendre conscience que il serait temps de partager un peu nos privilèges. Voilà, qu'on soit noir, blanc, une femme, un homme. Voilà. Eh bien, vous tombez bien ici parce que justement, on dit depuis un certain nombre d'années, nous disons, on va personnaliser. Nous disons ensemble ici que préliminaire, ça n'existe pas parce que on le dit depuis des années, parce que ça voudrait dire que le liminaire c'est la pénétration. Or, c'est faux. Le rapport sexuel, l'acte sexuel, la relation sexuelle commence à partir du moment où on a défini qu'on était en relation avec l'autre, quelle que soit la forme qu'on utilise. Oui, c'est ça. Les préliminaires, ça veut dire qu'on prépare l'acte sexuel. Et du coup, on insinue que l'acte sexuel, c'est l'acte de pénétration. Alors déjà, on n'est pas tous hétéros, on n'a pas tous ce besoin de se pénétrer. Pour moi, les préliminaires, ça fait partie justement de ma façon à moi, en tant que femme ou personne qui est un clitoris, d'atteindre l'orgasme. Donc pourquoi c'est bâclé comme ça? Non, mais je veux rayer ce mot du dictionnaire. C'est ce que vous dites, c'est qu'en fait finalement il n'y a pas d'urgence à faire vite. Surtout que c'est bien quand c'est bien fait. Exactement. Donc il faut faire durer le plaisir. Il faut faire durer surtout le plaisir. Surtout que c'est thérapeutiquement bon. Oui, et les préliminaires, à la limite, c'est ce que je dis dans le livre, ça peut être un sexto, un bouquet de fleurs, voilà. Ça d'accord. Ça d'accord. C'est une mise en bouche. Comme la chanson de Marie-Paul Bell, la Parisienne, vous avouez votre deuxième passion dans la vie après le dessin, c'est le sexe. Mais et le R&B. Ah oui, donc vous avez trois passions. Mais ça fait pas de vous une nymphomane finalement. Mais pas du tout, enfin. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, et puis même quand bien même si j'étais nymphomane, est-ce que ça poserait problème? Mais moi, c'est pas plus compliqué pour une femme de le dire? Je pense que ça aurait pu être compliqué pour moi de le dire à une époque, mais aujourd'hui, je pense être assez à l'aise avec ça pour juste, le porter et en être même fière. Je suis pas nymphomane, mais je pourrais l'être. Bon, Nadia, on en apprend tous les jours, même nous. Donc, à quel genre votre livre appartient-il? C'est quoi? Pardon, j'ai pas écouté. À quel genre votre livre appartient-il? C'est quoi comme genre de livre? Je dirais que c'est un manuel d'éducation, un petit manuel, comme un livre de cuisine, comme un Kama Sutra, en mieux. Oui, il y a des recettes. C'est en ça que c'est un livre de cuisine. Il y a beaucoup de recettes. Il y a beaucoup de recettes. Un Kama Sutra accessible. Des suggestions plus que des recettes, parce que j'essaie d'être le plus précise possible pour dédramatiser plein de techniques. Mais c'est surtout des suggestions, de dire aux gens, voilà, vous pouvez aller plus loin que ça. Vous pouvez aussi expérimenter et trouver vos propres techniques. Et je serais même ravie et heureuse qu'on m'écrive pour m'expliquer des techniques que je n'ai pas mis dans le livre. D'ailleurs, vous me tendez la perche pour dire, alors, évitez les commentaires à 2 francs 6 sous, je vous le dis tout de suite. Si vous n'êtes pas intéressé par le livre, zappez et allez vous documenter ailleurs.
Parce que tout simplement, avec le livre de June, il y a beaucoup de couples. Alors après, on est comme on est. Effectivement, ce qui est chouette, c'est que vous y mettez toute la diversité possible et imaginable. Si on reste dans les représentations traditionnelles, des personnes qui sont hétéros, cisgenres, en couple, mariés, eh bien, ce livre aussi vous concerne. Donc, ne pensez pas que c'est un truc olé de personnes bizarres. Non, il vous concerne aussi. Et ce qui est chouette, c'est que June, elle a, voilà, je sais pas si je peux dire le courage, je sais pas s'il faut du courage pour faire ça, mais en tout cas, il faut de l'audace et comment dirais-je ? Et beaucoup d'humour. Et beaucoup d'humour, exactement. Ouais, beaucoup d'humour pour permettre au couple, eh bien, de se questionner et aussi de créer, parce qu'en fait le mot créatif revient très souvent transversalement dans votre livre. Donc voilà, donc les remarques à 2 francs 6 sous, gardez-les pour autre chose. Les personnes pudibondes et voilà, pour qui ça n'a aucun intérêt, allez voir sur une autre chaîne. Merci. Oui. Non, alors, mais réellement, parce qu'en fait ce livre-là, effectivement, il a vocation à être pour moi, c'est un véritable. Je crois que c'est le premier en tant que sexologue. On parle toujours d'outils pédagogiques, mais là on y est. Ouais. C'est vraiment le premier livre, à mon sens, d'éducation sexuelle pratique et réaliste. Et surtout, avec un des VACOG, donc des canals qu'on n'utilise pas dans la sexualité, c'est-à-dire le visuel, parce que qui dit visuel dit pornographie, dit incitation à je ne sais quoi, eh bien en fait vous avez utilisé, à mon sens, qui peut vraiment parler à tout le monde, et en plus même les personnes qui ne lisent pas le français, ou celles qui ne lisent pas tout court, n'ont même pas besoin du texte parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et puis c'est écrit d'une manière, je suis pas du tout, j'ai jamais écrit quoi que ce soit, et du coup j'ai vraiment essayé d'écrire comme vous parlez. J'écris comme je parle, et je pense que ça a aussi beaucoup plu aux gens de pas avoir à tout intellectualiser. Exactement. C'est vraiment, je parle aux gens comme moi, et je suis simple, pas simple d'esprit, mais simple, voilà. J'aime la simplicité, qu'on aille droit au but. Pourquoi vous pensez-vous qu'il faille utiliser les bons mots quand on parle de sexualité, qu'il faut être précis sur les mots qu'on utilise ? Et parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, souvent, pour parler du sexe dit féminin, on emploie le mot vagin. Moi, ça m'embête, ce terme-là, parce que ça voudrait dire que je suis un trou à combler. Et j'aime pas du tout cette image-là de mon corps. Je préfère qu'on utilise le bon mot pour parler de mon sexe, dire vulve. Peu importe ce que les gens disent, parce qu'on me dit souvent ah mais c'est moche. Je m'en fous que ce soit moche. En fait, c'est le bon mot, donc c'est vulve et c'est comme ça. C'est pas plus moche que pénis. C'est pas plus moche que pénis, exactement. Il faut juste s'y habituer. Et voilà, je veux pas véhiculer de nouvelles idées reçues sur notre corps. Je trouve ça important. Oh, sauf que dans la vraie vie, les gens ne disent pas vraiment ça, non ? Vulve ? De plus en plus. Vulve. Moi, je le dis tout le temps. C'est ça. C'est Piaget qui disait que dans la pédagogie, il fallait répéter. Même mon fils, il a 5 ans, je le répète souvent quand il me dit le zizi et la foufoune. Je lui dis non, ça c'est une vulve et ça c'est un pénis, mon chéri. Et voilà. Il connaît les vrais mots. Voilà, on peut donner des noms très sympas au pénis et à la vulve. Oui, mais foufoune, vous nous expliquez ce que c'est qu'un paix de fouf. Donc j'imagine que c'est la foufoune. Oui. Donc oui, après il y a tout un dialecte des termes qui sont. Donc vous utilisez le mot. On n'est pas là pour s'emmerder non plus. On est là pour déconner aussi. Alors là aussi, on se rejoint avec June, parce qu'on le dit aussi depuis un certain nombre d'années, quand on parle d'éducation à la sexualité, que pour les enfants, il faut donner les bons termes. Parce que quand on leur apprend les mots dans l'enfance et qu'on leur dit ça s'appelle comment ça, un nez, ça comment une oreille, et pourquoi là on dirait un zizi, non, un pénis ou. Je sais que ça devient honteux et tabou, c'est triste, mais c'est vrai. C'est June Plat qui est notre invitée ce matin à l'occasion de la parution d'un livre. Et c'est un gros succès, donc succès mérité, ça s'appelle Jouissance Club, une cartographie du plaisir aux éditions Marabout. Donc Nadia, vous vouliez nous dire quelque chose de tellement important qu'on n'a pas pu attendre la pub. Teasing. Alors effectivement, parce qu'on parlait de termes utilisés, vous dites quelque chose qui est fondamental dans votre livre. Donc il y a des donc de l'anatomie, très bien dessinée d'ailleurs et très juste. Il faudrait qu'il y ait ces schémas-là dans les bouquins de biologie de nos enfants.
À noter qu'il y a un schéma toutes les 2 pages en plus. Donc il y a beaucoup de schémas. Hein. Mais particulièrement alors après les schémas, voilà, on en parlera après, qui décrivent justement comment pouvoir faire monter l'excitation, jouir et orgasmer ou orgaster. Les schémas anatomiques sont juste excellents. Excellent dans le dessin, mais excellent aussi dans les termes utilisés. Je m'explique. Vous le dites très justement, vous dites qu'il y a des zones, il y a des organes qu'on cite, en l'occurrence des glandes là, qui ont pris le nom de leur découvreur, voilà, de leur point G. Voilà. Point G par exemple. Alors non, par exemple glande de Skene ou glande de Bartoli. Oui. De Bartholin. De Bartoli. De Bartoli. C'est très italien. Voilà, c'est ça. Donc, et en fait, ce que dit June dans son livre est très juste. Quand on dit glande de Bartholin, ça ne parle pas forcément aux femmes, mais si vous dites glande vestibulaire majeure et que la femme commence à connaître comment elle est faite, le vestibule, donc à l'entrée de la vulve, ben là ça lui parle, dit ah ok, donc c'est 2 glandes qui se trouvent à l'entrée du vagin, donc sur ma vulve à l'extérieur. C'est gênant d'avoir des noms d'hommes dans sa chatte Oui. en fait. Moi ça m'a mis mal à l'aise. June. Pardon. C'est J'ai pas dit une chatte. émission animalière. Dans son vagin. Et sur sa vulve. Moi j'étais bien à vulve, j'étais bien. Dans mon sexe. Non. Excusez-moi. Mais là, si vous introduisez des nouvelles problématiques, on ne sait plus de quoi on Surtout parle. qu'on a dit qu'on respectait les animaux. Pardon, je suis désolée. Donc, Oui, donc en fait, effectivement, puisque l'histoire a fait, on a reçu d'ailleurs Delphine Gardet, qui a sorti La politique du clitoris, qui a expliqué qu'effectivement beaucoup de découvertes ont été faites par les hommes, on sait, le patriarcat, et toute la dominance des médecins et anatomistes masculins. Eh bien, le fait de parler de glandes paraurétrales, par exemple pour les glandes de Skene, si la femme sait que l'urètre, c'est en fait le petit tuyau qui ramène l'urine, elle comprend que glande paraurétrale, c'est de chaque côté de l'urètre, donc elle arrive à le situer parce que elle sait situer sa vessie. Ça a l'air bête comme ça, hein, mais c'est fondamental, parce que une fois que vous avez décrit l'anatomie, expliqué l'anatomie à une jeune fille par exemple, du coup elle sait de quoi on parle, d'autant plus que ces glandes en plus sont importantes lors de l'excitation sexuelle, donc pouvoir comprendre où elles se situent et aussi les petits mots qu'elles peuvent générer par exemple, parce que les femmes, là c'est la sage-femme qui parle, les femmes qui viennent pour une inflammation des glandes de Bartholin, quand vous dites vous avez une inflammation des glandes de Bartholin, va falloir traiter, peut-être inciser. La femme, elle vous regarde avec des gros yeux, mais on va me toucher où? C'est pas possible. Donc voilà. Bon, là, on en parle avec le côté agréable. Majeur, au lieu de Bartholin, on sait que c'est vers le vestibule. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est important. C'est des petites choses comme ça qui sont dites. Point G, par exemple. Jules, vous nous expliquez que effectivement, c'est pas un point, donc ça, on le dit depuis. On appelle ça G parce que c'est le nom encore du découvreur. Grafenberg, celui qui l'aurait trouvé. C'est à côté de la zone rugueuse. Voilà. À côté, ouais. Mais la zone rugueuse, elle n'existe pas. C'est une invention de votre part. De ma part. Alors non, la zone, elle existe. Ce que June a inventé, c'est le terme, zone rugueuse. J'ai demandé à plusieurs médecins, personne n'a été capable de me dire que ça avait un nom. Donc ça n'a pas de nom apparemment. Parce qu'elle n'a jamais été nommée. On a voulu créer un point, donc forcément. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que le terme que June a trouvé est anatomiquement juste, parce que toute femme qui s'explore comprendra qu'effectivement c'est une zone rugueuse. Mais si derrière il y a en plus les explications comme vous le mettez de si on stimule cette zone-là, effectivement ça peut procurer de l'excitation sexuelle, du plaisir, là du coup ça a du sens. Oui. C'est ça. Mais enfin, il faut quand même préciser que cette zone rugueuse ne procure pas de plaisir à proprement parler, que la zone G, c'est surtout la confluence des bulbes du clitoris, et que la zone rugueuse est placée à ce niveau-là. Donc c'est un point de repère. Tout à fait. Une zone de plaisir. Exactement. C'est important parce que le point G, tout le monde, alors beaucoup d'hommes, on se fantasme et je recherche le fameux point G. Mais c'est comme le principe de votre livre, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Oui. On ne va pas vous donner des techniques pour faire ça bien, faire ça bien, faire ça bien. Comment faire jouer une femme en 45 secondes. Voilà. Non.
45 secondes, Ce ça n'est pas c'est possible. les jours de grand vent encore. Oui. Hein. C'est quand il y a du Mistral. Hein. Oh, elles y arrivent bien toutes seules. Ouais. Déjà, effectivement. Et d'ailleurs, oui. Ah non, bon J'aime Non, le mais- regard. Mais ça aussi, c'est quelque chose que June explique dans son livre. C'est qu'effectivement, à travers vos dessins d'ailleurs, moi je trouve ça chouette parce qu'une femme qui souhaiterait s'explorer, se connaître, s'explorer, c'est le cas de le dire, se connaître, pouvoir se découvrir, savoir comment elle est faite, parce qu'on est toutes différentes. Il n'y a pas un sexe de femme, hein, il y a autant de sexes de femmes que de femmes sur cette terre. Eh bien, vous invitez, d'ailleurs, il y a un chapitre où vous invitez, comme on le fait d'ailleurs en sexothérapie, à s'examiner devant un miroir et à aller... C'est une étape qui peut être difficile et qu'on n'est pas obligé de faire. J'invite à le faire parce que c'est important de savoir comment de se Faut aller connaître voir. nous-mêmes en fait. Voilà, faut voir. Faut voir. Moi, j'aime pas particulièrement ça, mais je l'ai fait pour la science. J'y ai pas pris de plaisir, mais au moins je sais à quoi ça ressemble là-dedans. C'est le bordel. Vous l'appelez d'ailleurs auto-exploration de la vulve et Oui. ses environs. Tout à fait. Et ses environs, parce que il y a bien sûr le vagin, l'intérieur, où il y a des zones de plaisir, bien entendu. Et puis il y a les lèvres, les grandes lèvres, les petites lèvres. Et c'est intéressant parce que ça rejoint, pareil, ce que l'on dit lors de nos émissions, à savoir, il y a quand même de plus en plus de demandes de femmes qui souhaitent s'auto-explorer et du coup reprendre un peu leur autonomie, leur empowerment corporel et sexuel, et ça passe, par ça. C'est reprendre le contrôle de son corps, en fait. Ne pas le laisser dans les mains de quelqu'un d'autre qui s'y connaîtra probablement moins bien, si on est hétéro, en tout cas. Oui, tout à fait. Bon alors Nadia, Oui. ça reste entre vous et moi. Je vous pose une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Est-ce que vous êtes biche, jument ou éléphante? Ah, enfin on parle des vraies choses. Ah là, la June, elle s'illumine. Et après, vous aurez le droit de me demander si je suis lèvre, taureau ou cheval. Vous demanderez plutôt à On veut Nicolas qui savoir. réalise l'émission. Alors, si vous voulez comprendre de C'est quoi pas- on parle, c'est page achetez le 100, livre. 100 et 101. Alors, voilà, on le dit sur le ton de la rigolade, mais c'est très important. Enfin, ce passage-là est très important. C'est mythique, hein, parce qu'il y a Je beaucoup sais, de Oui. C'est fantasmes. important, parce que ça reste quand même, c'est pas scientifique. Non. C'est vraiment, Mais il est important le quand fun même parce aussi que je l'ai que mis. vous démystifiez quand même pas mal de choses, notamment cette angoisse de performance qu'ont les jeunes garçons concernant la taille de leur sexe. Oui. Alors, Cette ça fait angoisse. référence à la taille des sexes des garçons et Oui. à la profondeur des vagins des femmes. Hein. Oui. C'est Oui. pour que vous compreniez de quoi on parle. Oui. Oui, et également cette crainte qu'ont certaines femmes d'avoir mal ou de ne pas pouvoir s'adapter. Compatibilité des sexes, C'est ça. savoir qui va avec qui, comme des Lego en fait, ou des puzzles. Enfin, encore une fois, c'est pas scientifique, hein, c'est vraiment. Oui, Voilà. c'est pas scientifique, mais ça a le mérite d'être dit. Et du coup, ça Ça ne prend démystifie. pas en compte la circonférence des enfants. Ah non, Voilà. mais j'ai Dans pas votre- inventé. Moi, j'ai vu ça dans Voilà. le. C'est un outil qui est Kamasutra, je peut-être crois. intéressant, mais qui n'est pas complet. Non, faut pas s'appuyer là-dessus. Mais c'était surtout pour dire que c'est pas parce que on a un petit sexe qu'on est un mauvais ou une mauvaise amante. Ça ne veut rien dire. On a des mains, on a une bouche. Il y a 1 milliard de choses à explorer à côté. Et moi, mes meilleurs amants avaient des petits sexes. Voilà, je le dis. C'est dit, c'est posé. Comme ça, là, on a un scoop sur le FM. Là, franchement. Alors, par contre, ça n'a d'intérêt que si on a les prénoms des amants. Ah non. Bah si, Si je peux donner parce- Niki. Allez, Niki. Ah bah, Le meilleur qui de portait tous. mal son nom. Non, ce qui est important, c'est pas la taille du sexe, hein, mais c'est comment ils utilisent leurs mains aussi, en l'occurrence, Mais oui. ou autre chose. Ben oui, moi c'était surtout ça qui m'intéressait. Et le Niki en question, c'est lui qui m'a inspiré ce livre d'ailleurs. Et ben il utilisait beaucoup ses mains et pour lui la pénétration c'était juste une option. Et quand j'ai découvert cet homme-là, j'ai découvert déjà que j'étais pas une peine à jouir, que le sexe pouvait être bien plus fun et bien plus agréable et moins empreint de douleur que d'habitude. Et j'en voulais plus en fait. Et ouais, mais ça n'a pas été facile à trouver.
Voilà. Niki, si tu nous écoutes. Niki, reviens. C'est ça. Non, mais Niki, si tu m'entends, reviens. Avec Je l'accent. t'attends, je suis Beurre FM. Donc on se le situe là, déjà. Bon, très sérieusement, comment est-ce qu'on arrive à déterminer les zones de plaisir de sa partenaire ou de son partenaire ? Parce que finalement, c'est ça à la base. Quand on dit qu'il n'y a pas de méthode toute faite, chacun trouvera dans votre livre des outils, mais qu'il faut adapter ensuite avec à la personne avec qui vous êtes. Bien, c'est en explorant avec une personne de confiance déjà, ou seule. Moi, j'ai préféré le faire avec quelqu'un d'autre parce que ça me mettait plus à l'aise. Cette personne-là, je lui faisais beaucoup confiance et on a pris 1 heure pour s'explorer tous les deux. Je vais dans les détails ou pas? Non, alors, Nadia, dans ces cas-là... Non, mais on jouait un peu au jeu du chaud ou froid. ouais. Ah, c'est bien ça. Voilà, tu touches chaud. une zone, ouais, c'est bien, mais là c'était mieux. Ah, là c'est vraiment bien. Et continue là. Et c'est comme ça que j'ai répertorié aussi. Mais c'est bien le les chaud zones froid. de Alors, plaisir. franchement, là, je m'attendais à bien pire. Vous les Non, avez mais dessinés. Et ben, j'ai du sachez une corps. chose, c'est que finalement, June, on pourrait rajouter sexologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, d'ailleurs, vous en parlez dans le bouquin, vous l'appelez d'ailleurs massage érotique, hein. C'est pas forcément un massage, hein, c'est explorer les différentes zones, pas forcément génitales, mais les différentes zones du corps. Ça, c'est quelque chose que l'on prescrit en sexo chez les personnes justement qui ont perdu, qui ont une baisse de désir ou qui ont perdu le goût à vouloir jouir, à vouloir rencontrer l'autre. Donc du coup, on prescrit ça, c'est-à-dire que c'est interdiction complète de toucher les zones génitales. Et c'est d'abord de s'explorer au niveau, j'adore ce jeu. ouais, au niveau. Et d'ailleurs, vous en faites un petit chapitre. Hein, pouvoir explorer toutes les zones érogènes, comme on dit. Exactement, hein, qui sont connectées d'ailleurs avec le sexe, hein, parce que tout dépend comment vous avez codifié ces zones-là en fait. Hein. Si elles sont agréables pour vous, c'est que voilà, il y a un lien avec. Ça peut être les oreilles, hein. Ça peut être le nez, ça peut être les voilà, oreilles, ça peut être les pieds, le menton, c'est tout le Moi, corps. c'est entre les orteils. C'est vrai ? Non, je plaisante. Non, mais attendez, Georges Tron, vous aurez beaucoup apprécié. C'est vrai. Quelle horreur. Bon, les personnes d'un certain âge, c'est Non, peut-être pas de qui vous parlez. Non, mais dont on disait qu'il était fétichiste du pied, c'est ça. Mais ça existe en fait. Hein, Mais oui, ça existe. Ouais. Ça peut être érogène entre les orteils. Oui. Et oui. Et donc, pour en revenir à ce que nous propose June, c'est qu'effectivement, avant d'aller directement se focaliser en fait sur les parties génitales, il y a tout un monde. Et ça, c'est pour ça qu'il faut bannir préliminaire. Tout ça, c'est de la sexualité. Ça rentre dans le cadre de la sexualité, du sexe. Mais c'est inconnu des gens, ça ? C'est pas très pratiqué. On a tendance à vraiment aller vite. Quand on a envie de sexe, on se dirige tout souvent, c'est ce que j'ai remarqué chez mes partenaires, vers les parties génitales ou les seins ou les fesses. Alors d'accord, on peut faire ça de temps en temps, mais c'est un peu grossier de faire ça tout le temps en fait. Il faut que le désir ait le temps de monter, de créer une ambiance en fait, parce que on peut pas être raccord tous les deux ou tous les trois. Je sais pas ce que vous faites chez vous, mais il faut laisser le temps d'être chacun raccord en fait. Mais c'est ce que vous dites d'ailleurs. Hein. Moi, au fil de la lecture de votre livre, j'entendais tranquille, avec l'accent. C'est ça, c'est-à-dire que ça rend pas sourd, Nadia. Et ça rend pas. Non. Ah non, c'est ça que je comprends. Ça rend pas sourd, ça éveille même les sens. Vous entendez mieux qu'avant. On partage avec vous des nouvelles méthodes pour donner du plaisir avec June Plak qui est notre invitée. Jouissance Club, c'est le nom de l'outil sur les réseaux sociaux avec lequel vous avez commencé d'ailleurs, hein, surprise par le succès d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui un livre aux éditions Marabout qui s'appelle Jouissance Club, une cartographie du plaisir. Alors, figurez-vous, comme je ne suis pas génération, je suis un peu vieille, Instagram et réseaux sociaux, moi je ne l'ai pas découvert sur Insta, je l'ai découvert dans mon master. Donc comme quoi, vous voyez, ah ouais, vous êtes entré à l'université, sérieux.
Il y a beaucoup d'étudiants qui m'écrivent pour me faire. Oui, c'est très drôle. Faut expliquer à ceux qui nous écoutent que Nadia est retournée à la fac. Oui, voilà. Donc À Toulouse, voilà. Voilà, à Toulouse. Ça, c'est bien, par Ah, contre, les Nadia. Toulousains vous adorent. hein, oui. Là, franchement, c'est Oui, bien. oui. Donc voilà, pour la petite histoire, votre livre, je pense, va devenir une référence, effectivement, parce que c'est un master d'éducation à la sexualité. Waouh. Et waouh, vous avez vu. Et ils ont découvert le diclite. Moi aussi. Oui. Moi aussi. C'est bien, vous êtes honnête. Franchement, je savais Oui, mais c'est bien, vous êtes honnête. Non, je savais pas ce que c'était. Franchement, je savais pas ce que c'était. Alors, expliquez-nous. Alors le diclite, c'est pour les personnes trans masculines qui sont nées donc avec une vulve, qui prennent de la testostérone et le clitoris va, selon les cas, plus ou moins grossir. Ouais. Et ça ressemble à la fin à un tout petit pénis. Et ça, personne n'en parle. Et je trouvais ça important de le souligner parce que c'est vrai que quand on voit la progression, là j'ai les 3 dessins devant moi où on voit le clitoris, le diclite et le pénis, c'est assez frappant parce que du coup on se rend compte qu'on a tous le même organe. Oui. Le clitoris et le pénis et le diclite sont des organes, comment on dit, homologues. Tout à fait. Et après, j'ai écrit un livre sur le sujet, je ne me rappelle plus du mot. C'est bon, je l'ai trouvé, c'est homologue. Ah non, homologue. Homologue. Ah oui. Ouais, c'est bien, homologue. Bon, ou pareil. Hein, si vous dites pareil, ça marche. Oui, ils sont pareils. Ils sont pareils. mais c'est vrai que, ceux qui nous écoutent n'ont certainement pas cette image. Après, c'est une question de développement au moment de la croissance. Et après, il y a aussi, bien entendu, et ça, je ne peux pas en parler dans le livre parce que c'était assez délicat de les dessiner parce que les personnes interviewées n'étaient pas désireuses de m'en faire un schéma. Mais il y a les personnes intersexes qui ont un large spectre de sexe qui varie entre la vulve telle qu'on la connaît et le pénis tel qu'on le connaît. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que 2 sexes. Je ne sais plus combien on en a répertorié, mais en tout cas, il y en a énormément. Il y a une variation énorme de sexe. Tout à fait. Voilà, donc il y a pas. Encore une fois, du coup, je veux en venir là. Il n'y a pas de normes. Oui, et c'est important de le signifier, de le signaler, de le dire effectivement, parce que c'est ce qui va permettre aussi aux gens de comprendre que, comme il n'y a pas de normes, forcément, il y a autant de personnes, il y a autant de sexes et de personnes différentes possibles. Ou que de bouche ou que de. Exactement, exactement. Et ça, on n'y pense pas pour le sexe, on y pense. Pour les visages, pour les morphologies, ça paraît tellement évident pour les... C'est-à-dire que si on est amateur de porno, on se rend compte que les sexes tous sont calibrés. Oui. Les vulves ressemblent toutes à la même chose. Elles sont très jolies, d'accord, mais il y en a d'autres qu'on ne montre pas. Exactement. D'ailleurs, il y a la galerie des vulves qui représente... Vulva Galerie. Voilà. Oui, un compte Instagram très intéressant qui montre en dessin toute la représentation de toutes les vulves qui existent. Il faudrait le faire aussi pour les pénis, je pense. Oui, exactement. Et ça permet aux jeunes aussi de sortir du schéma qui est imposé par la porno mainstream, parce que c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'après, à force d'être abreuvé par ces images-là, on se dit moi je ressemble pas à telle actrice ou tel acteur, donc je suis pas normale. Là si. Tu es normal. C'est bien, on fait pareil maintenant avec la diversité des corps. Je ne sais pas si tu as remarqué, du coup, dans toutes les publicités, on commence à voir des personnes en chair, des personnes noires, de tout en fait, et ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde en fait. Il y a encore du boulot quand même. Il y a encore du boulot. Il faudrait que ce soit normal et qu'on n'y pense pas en termes de marque de groupe. Je vis dans une sphère sur Instagram où je suis beaucoup de comptes, du coup j'ai l'impression que ça a bien évolué, mais c'est vrai que quand on sort dans la rue et qu'on regarde la télé, il y a encore. Quand on regarde le journal de TF1 par exemple, voilà. Il faut plus de représentation de tout en fait. Montrer qu'il n'y a pas de normes encore une fois. Mais les gens évoluent aussi dans leur compréhension des choses à leur rythme. Les gens évoluent dans leur compréhension des choses à leur rythme aussi. Oui, bien sûr, mais il faut les aider. Mais en même temps, s'ils n'ont pas accès... mais Nadia, je vous connais depuis combien ? 4 ans. En 4 ans, vous avez quand même beaucoup évolué dans votre représentation des choses. Oui, et tant mieux. Mais vous êtes sexologue, vous vous intéressez au sujet, vous rencontrez des spécialistes. Donc imaginez que pour monsieur et madame tout le monde ou pour le grand public, parfois ça puisse aller vite, voyez. Et bien justement, d'où l'intérêt d'avoir des supports, et c'est ce qu'on propose ici, d'avoir des supports qui permettent à tout un chacun, tout à chacune d'y trouver son compte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, et je le répète, je l'ai dit en introduction,
parce que je pressens les remarques arriver, évidemment. On va me sortir, parce qu'on me l'a déjà sorti sur des thématiques d'émissions qu'on a proposées. C'est que, oui, mais ça, c'est des livres de militants, ça concerne que des personnes de certaines orientations sexuelles. Non, c'est faux. Je vous dis, ce livre-là, il est tout à fait approprié pour des personnes qui sont... en couple. Qui sont, on va dire, la représentation... qui n'appartiennent pas à une minorité ou à des minorités. D'accord ? Oui, c'est-à-dire les personnes hétérosexuelles, cisgenres, en couple, mariées, de X, Y religion ou quoi que ce soit. Ces personnes-là, qu'elles ne se sentent pas exclues parce que ce livre les concerne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu 1001 relations avec 1001 personnes. Vous pouvez très bien avoir connu qu'une personne, mais ce livre vous servira. Pour les rassurer, en plus, j'ai écrit ce livre étant hétérosexuelle, donc c'est vraiment moi mon ressenti de l'hétérosexualité que j'ai voulu mettre en avant à la base sur le compte Instagram. Après, je suis passée à l'écriture inclusive parce que ça me semblait important de ne plus jamais exclure qui que ce soit, surtout en matière de sexualité. Mais oui, à la base, c'était une réflexion purement hétérosexuelle. C'est pourquoi est-ce qu'on fait toujours la même chose ? Voilà. C'est ça, le point de départ, c'est ça. C'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à toujours faire l'amour de la même façon, avec le même début et la même fin. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'en fait, vous partez pas, et c'est probablement ce qui, à mon sens, explique le succès de ce livre, c'est que vous partez pas d'une posture de militante, militante, avec le sens politique du terme, j'entends bien, on est tous militants de quelque chose quelque part. Oui, je le suis, mais Vous vous positionnez pas comme ça dans le livre, vous dites, voilà, moi... Parce que je veux pas faire peur, je sais que ça peut faire peur, mais il faut pas avoir peur des militants, on est gentils. Oui, évidemment. On milite pour l'égalité. Mais ça peut faire peur à certaines personnes. Mais il ne faut pas exclure les autres. En fait, il faut une représentation du militant. Voilà, il ne faut pas, parce qu'on est militant, exclure ceux qui ne pensent pas comme vous. Pas toujours. Voilà. Oui, ouais. Mais généralement, les gens qui sont militants, c'est parce qu'à la base, ils sont déjà exclus et que du coup, il y a ce besoin de se retrouver entre soi pour pouvoir construire et permettre aux autres de déconstruire. Bon, il faut qu'on parle quand même de la question essentielle de ce livre. Et oui, le R&B. Non. Non. C'est quelle est la technique? Alors, le R&B en fou. Ouais, si vous voulez. Mais quelle est la technique pour provoquer une émission Fontaine? Vous savez que c'est le fameux mythe. Comment squirter? Comment vous dites? Non, on va pas le dire. Mais ça y est dans votre livre. On dit squirter? Oui. Ah oui. Squirter. Ouais. C'est le terme anglais. Ah oui, d'accord. Moi, je savais pas. Squirter. Oui. Il y a plein de choses à dire sur le squirt ou les émissions Fontaine. On pourrait avoir mais les gens adorent ça. Je dessus. sais pas pourquoi les gens adorent. C'est un vrai fantasme. sujet. Ouais, c'est un gros fantasme. Déjà, on peut pas appeler ça une éjaculation féminine parce que l'éjaculation, c'est tout autre chose. Mais vous pouvez lire le livre pour savoir, pour connaître la différence. Ce sont des émissions Fontaine et du squirt qu'on voit souvent dans le porno où la femme, en général, lâche un liquide très puissant. Voilà. Donc ça, c'est un peu fantasmé et un peu romancé. On a l'impression que c'est un moment qui est associé à un orgasme. C'est faux. Enfin, ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est une réaction mécanique qui provient, je crois, on pense de la vessie. C'est pour ça que c'est très abondant. Et ça ne part pas forcément en jet, ça peut aussi couler sans qu'on s'en rende compte. Et il n'y a pas forcément non plus de technique. Enfin, il y en a des techniques, mais ce n'est pas obligé de marcher, ce n'est pas infaillible. Voilà. Il faut se sentir il n'y a pas de recette miracle, encore une fois. À le faire. Il y a un déblocage. C'est marrant, il y a des personnes qui m'écrivent, qui me disent j'ai 35 ans et après avoir lu votre post sur le squirt, j'ai réussi à débloquer ça dans mon esprit. J'en ai parlé à ma partenaire et depuis, à chaque rapport, j'ai des émissions Fontaine. Comment ça se fait? T'as débloqué un truc, en fait, c'est juste inconscient. Bon, on parle des vertus cosmétiques du sperme. Bon, non. Pas obligé. Non. Moi, je pensais que c'était faux. Mais on ne sait pas si c'est vrai. Moi, je pensais que c'était faux. C'est pour ça que c'est dans le livre. J'ai trouvé ça drôle comme. Non, mais c'est drôle. Comme information, ça peut être vrai, mais personne n'a encore prouvé que les vertus du sperme étaient si. En cosmétique, c'est pas le venin de serpent.
Voilà, mais il faut expliquer aux auditeurs que du coup, c'est pour le sperme est censé avoir. Qu'est-ce que je raconte dans mon livre? Qu'est-ce qu'elle a écrit? C'est un rajeunissant. C'était en masque. C'est un soi-disant rajeunissant. De la sérotonine. De la sérotonine qui permettrait de rajeunir. Ouais. Bon, voilà, c'est encore des informations à prendre avec des pincettes. En même temps, on parle du sperme pour ça, mais on n'a pas fait d'études sur la cyprine qui peut probablement avoir aussi des vertus c'est possible, de ce type. Voilà, c'est vraiment anecdotique. C'est Cléopâtre qui était très en avance sur le sujet. Oh oui. Pour l'époque, très. Elle était très branchée sur plein de choses, de spermicides, tout elle ça. a inventé le premier sextoy. Ouais, mais enfin, Cléopâtre, elle était bon. Bref, ça c'est pour le tome 2, Cléopâtre. Oui. Quels sont les piliers d'une vie sexuelle réussie selon vous? Il y en a beaucoup, mais Il y en a 10. Je commencerai par le consentement, qui est quelque chose de très important et dont on ne parle pas assez, surtout dans les cours d'éducation sexuelle à l'école. Le consentement, c'est quelque chose qui peut être très très subtil. Je pense que presque tout le monde a compris que non, c'est non, qu'il faut plus insister, que non, c'est non. Mais à partir de ce moment-là, si la personne n'arrive pas à formuler ce non, il y a Ce qu'on appelle les zones grises. Ouais, il y a un moment où, en tant qu'être humain, on devrait pouvoir voir et sentir que l'autre en face n'a pas envie, par sa gestuelle, par ses regards, son toucher qui est inhabituel. Et ça, j'insiste dessus. De faire attention à ça, parce que c'est très dur de dire non. C'est très difficile de dire non, et on a tendance à culpabiliser beaucoup les victimes parce qu'elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non parce qu'elle avait peur, parce qu'elle ne s'est pas sentie de le faire, parce que c'était trop difficile, parce que parfois le corps réagit d'une manière qui peut paraître débile, mais c'est comme ça. Le non, c'est difficile à dire, c'est très difficile. Donc vraiment être à l'écoute de l'autre, c'est important. Après le reste, oui, les caresses, c'est extrêmement important, la communication, le don de soi, l'altruisme. Il y en a plein, mais il faut encore une fois acheter mon livre, nom d'une pipe. Je peux pas tout vous dire. Et ce qui fait quand même le tronc la colonne vertébrale de son livre, la créativité. Et la créativité. La créativité, oui. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, dans tous les dessins, on va pas les divulguer parce que voilà, il faut vraiment acheter le bouquin. Il est très très pratique. En fait, là, avec mon œil de sexologue, forcément. Je ne sais pas si vous avez été accompagné dans certaines explications anatomiques. Oui, par Odile Fillot, qui est une chercheuse indépendante. Voilà. Les dessins en fait sont variés, effectivement, notamment en sexo-corporel. On voit que, on apprend aux femmes, aux hommes, qu'on réagit pas de la même façon tous aux mêmes stimulations. En fonction justement des premières excitations, notamment dans l'enfance, savoir est-ce que un frottement est plus agréable ou plutôt une pression. Et ça, en fait, vous le décrivez très bien parce que vous parlez par exemple du pommeau de douche. Là, il y a de la bouche aussi, mais là, c'est du pommeau de douche. Du pommeau de douche sur le clitoris. Ça fonctionne, mais pas forcément pour tout le monde. Pas forcément pour tout le monde. Exactement. Ça peut être douloureux pour certaines personnes. Exactement. Et c'est pour ça que la communication entre vraiment en compte et que là, pour le coup, je peux plus rien faire à ce moment-là. Mais c'est important de dire là, j'ai mal, je préférerais que tu me touches à côté. Il y a des personnes qui ne peuvent pas toucher leur propre gland de clitoris. C'est trop douloureux. Donc il faut trouver des parades et il y en a dans ce livre. Exactement. Achetez-le. Vous voulez une deuxième heure d'émission, Nadia? Elle est lourde. Mais non, vous en avez déjà vendu tellement. Oui, c'est vrai. Oui, je crois qu'il y a peu. Voilà. Mais voilà, il faut savoir que c'est quand même le seul type de livre concret comme ça qu'on trouve sur le marché jusqu'à présent. Voilà, donc maintenant vous le savez, ça s'appelle Jouissance Club, une cartographie du plaisir chez Marabout. June Plat était notre invitée ce matin. Vous revoyez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM, vous réécoutez le podcast sur beurrefm.net. Merci June d'être venue depuis Marseille jusqu'à nous. Nadia, à mardi prochain et très belle journée santé sur Beurre FM.